Eh mais ça y est, il est 20h17. Donc le stream va commencer. Et l'enregistrement et le début de la vidéo aussi. Attendez, je fais les derniers petits réglages. Et donc, bienvenue à vous, toutes les chouettes personnes de l'univers. J'ai l'impression qu'il manque des trucs. Déjà, il manque moi. Ensuite, il manque vous si vous êtes sur le live. Et si vous regardez la rediffusion, vous êtes là a priori. Sinon, je parle dans le vide, mais il n'y a personne qui sait que je parle dans le vide. Donc, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez grave bien. Je vais juste couper le son. Bim, bam. Et boum, on va mettre un petit fond sonore, pas trop fort. Je vais nous accompagner pendant cette petite vidéo, tranquillou, où nous allons continuer notre tier list des vidéos, des épisodes de Doctor Who. On avait déjà fait la saison 1 qui est donc disponible sur la chaîne YouTube Mikasan, M-I-C-K-A-S-A-N. Et je sais pas comment ça va se passer, mais la dernière fois il y avait en gros une version courte de 1 heure et une version longue de 2 heures. Donc dans la version courte c'est que le montage des moments où je parle de la saison en question. Et la version longue c'est avec toutes les discussions que je vais potentiellement avec les gens qui sont en live sur le chat. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait la saison 2, mais c'était juste une faute de temps et aussi parce que j'ai joué à un autre jeu qui s'appelle Elden Ring, le DLC. Donc il est vrai que quand je pouvais enfin faire un live, c'était pour jouer. Mais là ce soir, j'ai jusqu'à 22h maximum, 22h30 gros max, pour essayer de classer tous les épisodes de la saison 2 de Doctor Who, en partant de l'épisode de Noël jusqu'à le final de la saison 2. Et on va compléter la tier list que nous avons déjà effectuée sur la saison 1. Et puis on s'arrêtera là. Et en fait, à chacun des lives que je ferai, on complétera cette tier list jusqu'à ce qu'au final on ait un classement de tous les épisodes. C'est un classement qui est subjectif. On a le droit d'en discuter ensemble sur le live si vous êtes là. Et vous avez le droit de donner vos avis en commentaire sur YouTube. J'en discute avec grand plaisir, mais il va de soi que c'est de l'ordre du subjectif. Donc ne prenez pas comme acquis ou comme vérité absolue tout ce que je vais dire. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tous les arguments que je vais utiliser. Le but n'est pas de convaincre qui que ce soit, mais juste de partager. Je trouve que c'est intéressant quand on partage, si on aime bien ou on n'aime pas une œuvre, c'est un peu pour nous calibrer finalement sur qu'est-ce qui est bien et pas bien. Donc moi j'adore Doctor Who, c'est mon intérêt spécifique number one peut-être. J'adore les fictions, j'adore les films, les séries, donc pour moi c'est important d'en parler parce que c'est avec ça qu'on transmet des choses. Et Doctor Who ça me transmet énormément de choses, donc voilà j'ai envie de partager pourquoi j'aime ou pourquoi je n'aime pas certains épisodes selon moi. Et donc à chaque fois j'essaierai de vous expliquer pourquoi j'aime bien ou j'aime pas un épisode. Pour le peu que je me rappelle, la saison 2, je l'ai reparcouru rapidement il y a peut-être 2 mois. Donc c'est pas frais dans la tête, mais c'est pas non plus méga éloigné. Mais vous allez voir, ça se passe ici. Je vais changer la scène. Paf. Voilà, là on voit déjà la saison 1 que j'avais classée. J'espère que le son c'est ok pour vous. Vous me dites sinon. Mais du coup, il y avait... là il y a tout qui est classé. Les classements vont de bad, les épisodes vraiment que je trouve mauvais et même alors voire tellement mauvais que je trouve ça préjudiciable pour les personnes qui voudraient se lancer dans la série et je me dis non mais non te base pas sur cet épisode, promis le reste c'est mieux. Soit j'ai eu des réactions négatives en les voyant, soit il y a rien qui me permet de me dire vraiment c'est un bon épisode. Donc voilà. Je sais pas si on aura beaucoup.
mais ça peut exister. Ok, c'est en gros les épisodes, ça peut être aussi bien les mais, genre c'était pas ouf. Mais c'est aussi dans l'autre sens, quoi. C'est entre 9,5 et 10,5 sur 20, quoi. Ça va aussi pour les épisodes. Ouais, c'était ok, mais je vous avoue que je n'en retiens pas grand-chose. C'est un peu comme ça que je note. Good, c'est vraiment à partir de là qu'on a des bons épisodes où vraiment on a plus de positivité qu'autre chose. Et on se dit, ah, et ben ça, c'est un épisode, je regarderai. Je n'irai pas le chercher en particulier, mais si ça passe, ben ouais, je regarde avec plaisir. Après, j'ai pas non plus me précipiter pour regarder l'épisode ou être deg d'avoir raté les 5 premières ou les 5 dernières minutes. Mais voilà, c'est les bons épisodes. Fantastique, c'est ce qu'on veut toujours avoir dans Doctor Who. C'est les épisodes où on se dit, ouah, ça c'est bien. Il y a de l'émotion, c'est solide, c'est sympa, il y a des choses originales, il y a un truc quoi. Il y a vraiment un truc qui fait qu'on apprécie beaucoup l'épisode. C'est comme ça que je vois la chose. Les GOAT, ça c'est vraiment quand tu penses à tes épisodes préférés, ils sont tous dedans. Chaque fois que tu penses aux épisodes que t'aimes bien, tu dis ah oui, celui-là je l'aime beaucoup, c'est GOAT. Et banger absolu, c'est vraiment un niveau drogue plus quoi. Tu t'en redemandes, tu veux que toutes les séries de l'univers aient des épisodes comme ça, tu brûles tout le reste, tu gardes que ça, c'est vraiment c'est au-delà de 20 sur 20 quoi. C'est vraiment c'est pour toi le masterclass. Donc logiquement, si j'ai bien fait la chose, en banger absolu, il y aura moins d'épisodes que toutes les autres catégories. Mais on verra. La saison 1, déjà, on peut se constater qu'elle est très solide, puisqu'il y a... Tous les épisodes sont, selon moi, au moins bons. Il y en a presque la moitié qui sont fantastiques, mais il y a... Donc il y a combien d'épisodes? Il y en a 13. Sur 13, il y en a 6. Pour moi, c'est des GOAT. Voilà, donc c'est vraiment... le meilleur du meilleur de Doctor Who, les épisodes préférés, les meilleurs épisodes. Il y en a la moitié de la saison 1 quoi. Et l'autre moitié c'est genre trop bien ou juste bien, mais c'est quand même mieux que les épisodes mais. Vraiment la saison 1 elle est d'une solidité à rude épreuve et je connais peu de séries qui ont une saison 1 aussi parfaite, aussi solide, aussi bien construite, aussi bien écrite, aussi bien jouée, aussi original, enfin voilà. Saison 1, parfait. Et maintenant, on commence avec la saison 2 de Doctor Who. C'est parti, alors tous les épisodes sont ici et ils sont classés dans l'ordre en plus, c'est tellement plus pratique. Je vais essayer de voir si je me rappelle de chaque épisode par rapport au titre. Alors ils sont ici. Hein. On a par exemple The Christmas Invasion, alors celui-là c'est un épisode spécial de Noël. C'est l'épisode qui introduit le personnage de David Tennant et qui est entre la saison 1 et la saison 2. Ça se passe durant Noël, comme le dit si bien le titre de Christmas Invasion, où en gros, c'est quoi dans celui-là? C'est lequel celui-là? C'est celui où il y a des objets de Noël qui attaquent les gens, hein, c'est ça? Et en fait, on apprend qu'ils sont contrôlés par un vaisseau alien qui veut contrôler les gens et qui veut dominer la planète. Voilà, classic shit of Doctor Who. Qu'est-ce que je pense de celui-là? Et ben pour moi, celui-là, il est dans les derniers des épisodes fantastiques. Faut savoir que quand le Docteur change et que 9 passe à 10, que Eccleston passe à Tennant, moi j'étais tout de suite convaincu que ce Docteur serait excellent. Je l'ai apprécié dès les premières secondes. Mais alors, qu'est-ce que c'est frustrant de se dire que pendant la moitié de l'épisode, le Docteur dort. Le Docteur n'est pas là, quoi. Et c'est pas grave parce que ça met en avant les autres personnages, mais c'est vrai que moi j'étais tellement dans l'excitation de la saison 1 et dans le choc de la transformation du personnage que je voulais le voir lui, j'étais trop excité
l'épisode il fait exprès de pas te le montrer tout de suite, mais tout ça pour faire un final incroyable avec une introduction vraiment top de David Tennant. Une introduction du concept de régénération qui est très bien, qui nous explique bien que le docteur change, que ce n'est pas la même personne, mais c'est quand même la même personne. C'est pas la même personnalité, mais c'est les mêmes souvenirs, et donc il y a quand même une base solide de sagesse et de confiance en soi qui est forcément là, puisque c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, a plus de 900 ans d'expérience. Donc quand t'as 900 ans d'expérience, on peut te dire que t'es confiant dans la vie. Tu sais comment ça va se passer. Par contre, tu sais pas comment ta confiance, tu vas la traduire. Est-ce que tu vas la traduire en étant sévère, en étant gentil, en étant doux, attentionné, en étant impatient, en étant blasé, voilà. Mais voilà, l'épisode introduit bien ceci, et il en joue quand le docteur dit je suis un peu sévère, je suis drôle aussi, c'est rigolo, et je suis chanceux, et j'ai une main de combattant, enfin vraiment ils ont fait des caisses quoi, et c'est trop bien. Et la seule raison pour laquelle je le mets en bas des fantastiques, c'est parce que vraiment, chaque fois que je le vois, je me rappelle de l'intro où je suis trop impatient de voir le docteur et ça m'épuise avant de voir l'épisode. À chaque fois que l'épisode se lance, je suis fatigué. Genre, oh non, ça va être long. En plus, vous savez, il y a plein de scènes où le docteur, elle est en mode. Il a du mal à respirer, il a du mal à parler. Les gens autour de lui sont en train de stresser, genre, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Dites, parlez, machin. Et du coup, il n'arrive pas à en placer une. Et moi, je le ressens vraiment tellement j'ai d'empathie pour le personnage. Donc en fait, le personnage souffre et KO. Et j'ai tellement d'empathie que moi aussi. Donc en gros, c'est vraiment pas parce que je le trouve moins bien que les autres que je le mets en dessous de cela. C'est juste que je n'apprécie pas ce que je ressens en le regardant. Par contre, les raisons pour lesquelles je ressens ceci, c'est que c'est bien fait. Donc je ne le reproche pas. Voici pour l'épisode spécial de la saison. Fin de la saison 1, début de saison 2, et c'est marrant parce que là, il le compte dans la saison 1. Ok. Ensuite, le premier épisode de la saison 2, il me semble que New Earth, en réalité, ça se passe à New York. Alors attendez, je le remets là. J'ai vérifié si je parle bien du bon épisode. Alors, New Earth Doctor Who. Oui, c'est ça. Je me suis gavé, tout simplement. Je suis un inconditionnel fan de Doctor Who. Donc l'épisode où on retrouve Cassandra, qui était un personnage de The End of the World et quoi d'autre. Et c'est tout. Hein. On la retrouve là. Et on recommence la triptyque, un épisode dans le présent. Lui, c'est un épisode dans le futur, dans une autre planète, dans la nouvelle Terre, avec le New York. Et des extraterrestres, c'est mi-humain, mi-chat. Et rien que ça, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Le personnage de Cassandra, la méchante, elle est développée, il y a de l'émotion, il y a le rapport toujours avec le docteur et Rose qui est là. On voit les nouvelles dynamiques de la saison qui sont... où le docteur est beaucoup plus une personne d'action, on a l'impression. Et si je me souviens bien, et... La conclusion est assez touchante, on arrive à être attaché à Cassandra qui est méchante. Ah oui, par contre, il y a le truc un peu glauque, où en gros, il chope toutes les maladies du monde, mais genre toutes les maladies de l'univers en une seule fois. Il soigne tout avec l'antivirus, le médicament ultime. Bon, c'est du Doctor Who cheat, hein, mais j'avoue que c'est... Si je me basais que sur ça, je le mettrais dans les bons épisodes. Mais, quand j'y pense, c'est un épisode parfait parce que, en termes d'actoring, il y a un passage où il y a les personnages de Rose, de Cassandra et du Docteur qui intervertissent leur corps à plusieurs reprises dans différentes combinaisons. Et vraiment,
c'est là que tu te rends compte du jeu d'acteur de David Tennant qui est incroyable, de Rose aussi, de Billie Piper aussi, et de l'actrice qui fait Cassandra. Et c'est un vrai plaisir. Donc, je pense même que c'est beaucoup plus agréable à regarder pour moi que l'Invasion de Noël. Et c'est pas mal. Mais ça dépasse pas l'écriture solide de World War III, la Troisième Guerre mondiale. Mon accent, il est terrible. Donc je le mets là. Ensuite, Toes and Claw. C'est l'épisode avec le loup-garou qui se passe en Angleterre dans les années... dans le 16e siècle, je sais plus. Avec la création de Torchwood. Ça, c'est un peu rigolo. L'épisode, il est pour moi ce qu'on appelle agréable à regarder. Il est assez captivant. Le loup-garou, il est pas dégueulasse. En fait, ça se passe dans le passé, du coup. On rencontre un personnage historique. C'est la reine d'Écosse, je crois. Donc, il y a la reine d'Écosse ou quoi? C'est Elisabeth? Non, c'est pas Elisabeth du tout. C'est Victoria, je crois. Et donc, déjà, c'est vraiment une culture qui est rigolote. Il y a une alchimie entre le docteur et Rose qui est trop bien parce que elle essaie de lui faire placer la phrase I am not amused. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon. C'est très fun, c'est... Et je crois que c'était pas mal, hein, c'est comme histoire. Enfin, en fait, je sais plus pour quelle raison. Il y a des gens qui... Ah oui, et ça parle d'un gros diamant aussi, un des plus gros diamants jamais trouvé en Angleterre ou je sais pas quoi. Qui aurait apparemment vraiment été entre les mains de la reine Victoria. Et ils doivent le sacrifier pour tuer le loup-garou. Je sais pas. Mais pourquoi il y a un loup-garou, je sais plus. Ah oui, l'intro aussi, il y a des moines. Il y a des moines Shaolin. Vraiment, l'épisode il est riche en contenu, je trouve. Mais c'est le genre d'épisode dont j'oublie l'existence avant de les revoir. Mais j'hésite. Il a pas vraiment de défaut l'épisode, je trouve, mais il a un aspect un peu oubliable, mais c'est juste à mon avis parce que à comparaison à côté t'as plein d'épisodes cool. Ah. Bon, en gros c'est soit dans les bons good, allez je dirais bon good. Hop là. Parce qu'au moins New Earth, il y a vraiment une partie vraiment amusante avec les acteurs. Alors que Tooth and Claw, il y a... Je dirais pas que c'est un épisode fun en particulier, mais voilà. Un très bon épisode, c'est solide. Ça tient bien la route. C'est assez agréable. School Reunion. Ouh, ça, c'est le retour de Sarah Jane Smith et de K9. Mais donc c'est une référence aux épisodes classiques de Doctor Who. On met en avant le personnage de Mickey aussi, qui est incroyable. Il y a l'acteur qui joue dans Buffy qui est là, il me semble. Mais surtout, toutes les interactions entre Sarah Jane Smith et Rose, c'est un délice. Donc déjà, c'est fantastique au moins. Et moi, je suis dans les gens qui n'ont pas vu les classiques. Et ben même en n'ayant pas vu les classiques, j'étais trop excité de voir des compagnons du passé du Docteur. Et c'est un truc que je trouve que Russell T Davies a vraiment très 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 bien fait dans ces saisons. C'est quand tu regardes Doctor Who pour la première fois, même quand tu commences par le premier épisode de la saison 1, t'as l'impression qu'il y a un gros passif sur le personnage. Et alors, déjà c'est vrai, parce que la série a été créée en 1963, mais même si c'est pas le cas, t'as cette impression-là. Et je trouve que souvent dans les séries modernes, quand on introduit un personnage, on a l'impression que le personnage démarre à zéro dans l'épisode et qu'il a pas de passif. Et c'est bizarre en vrai. Parce que nous on l'a pas vu enfant, le personnage on l'a vu déjà adulte. Et donc je trouve que Russell T Davies il est très très fort pour donner cette sensation de ben voilà, il y a des choses qui ont existé avant et qui sont pas à ignorer. Et cet épisode, je sais pas qui l'a écrit. Qui a écrit School Reunion? On va regarder.
Alors, School Reunion, Doctor Who. Il a écrit celui-là. Il a été écrit par Toby Whitehouse. Alors lui, il a écrit pas mal d'épisodes de Doctor Who plutôt connus, hein. Il a fait quoi? Il a fait Les Vampires de Venise, The God Complex, Town Called Mercy, Under the Lake Before the Flood. Ouh là 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 là, c'est très très bien. The Lie of the Land. Bon, ce sera les autres saisons, mais... Ouais! Il est pas nul à chier comme gars. Et du coup, School Reunion, trop bien, et ça fait évoluer le lore de ouf. Ça fait évoluer les relations de Rose et du Docteur de ouf. Ça parle beaucoup, hein, de... Oh, mais oui, je viens de comprendre. C'est la saison où on se sépare d'un personnage. Et là, justement, la série nous montre comment se passe la séparation entre le personnage du Docteur et un de ses compagnons. Oh là 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 là, ce génie. Que c'est malin d'avoir écrit cet épisode pour la saison 2. Ouais, je pense qu'il est par là, hein. School Reunion, c'est un peu introduire un nouveau personnage comme Rose. Nous la faire apprécier tout de suite. Et Sarah Jane Smith, quoi. Et puis, quand t'es fan de Doctor Who, en fait, ça prend une dimension de culte et que t'as la conscience d'avoir accès à quelque chose de culte parce que soit tu comprends que c'est vraiment une ancienne actrice des séries classiques et c'est génial et tous les discours ont un double discours, soit tu le sais pas, mais ça parle de tous les autres compagnons du Docteur. Donc vraiment, trop bien. La menace et le méchant, c'est classique shit, mais c'est rigolo aussi, justement, y a rien de bizarre, y a rien d'étrange. Et puis il y a Mickey en action. On n'en parle pas assez, mais Mickey, pardon. C'est un personnage que j'aime énormément. Et bah là, il est mis en avant. Trop bien. Aïe aïe, les amis. J'ai vu l'épisode suivant. The Girl in the Fireplace. Oh. Ah, il est pas terrible, hein, celui-là. Franchement, il est surcoté. En plus, c'est cringe parce que le docteur, il drague une meuf qu'il a connue alors qu'elle était jeune. On me l'a déjà dit. Alors, je peux comprendre que ça fasse bizarre, mais en fait, pour un voyageur du temps, il a surtout connu la personne adulte avant de la voir enfant. Enfin. Donc, enfant, il a juste croisé et fait coucou, et il a voyagé dans le temps 5 secondes après, et il voit une autre personne. Il s'avère que c'est la même personne, il s'en rend compte après, quoi. Mais The Girl in the Fireplace, les amis. Voilà. On peut finir cette tier list, hein. Non, mais on en parle que c'est genre fantastique, quand même. Enfin, trop bien. Déjà, Doctor Who, c'est une série qui parle de voyage dans le temps, avec une machine à voyager dans le temps. On parle d'un épisode qui est sorti en 2006, donc il y a longtemps. Il y a... Merde, bon, il y a trop longtemps. Il y a 12 ans, il y a 8 ans de cela. Non, attends, 2006, je sais plus compter. Il y a 18 ans de cela. Oh non, 18 ans de ça. Il y a 18 ans. Putain, mais je refuse d'admettre de dire il y a 18 ans. Alors moi, j'avais pas vu les épisodes quand ils sont sortis, je les ai vus 4 ans plus tard, mais quand même, il y a 18 ans, il n'y avait rien de bien en série qui parlait de voyage dans le temps. Ça n'existait pas. Ça pouvait éventuellement évoquer le voyage dans le temps, il pouvait y avoir des épisodes qui parlent de voyage dans le temps, mais il n'y avait pas de série là-dessus. Ou alors c'était des trucs pas ouf, pas connus. Doctor Who, c'est le cas, mais alors, The Girl in the Fireplace, c'est vraiment... Ça parle d'une mécanique du voyage dans le temps. Avant celui-là, les seuls épisodes qui le faisaient, c'était le Father's Day, du coup. Et c'est tout. Avant, les autres épisodes de Doctor Who, c'était juste le voyage dans le temps, c'était juste pour justifier un contexte, une époque, une période, et voilà. Mais le voyage dans le temps, tu l'as dans Father's Day, un des concepts du voyage dans le temps qui fait que tu peux niquer les conséquences de ton voyage
crée des paradoxes et qu'il y a des points fixes importants à respecter. Et la conclusion qui se passe sur plusieurs périodes, quoi. Mais The Girl in the Fireplace, oh là 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 là. C'est le concept de, bah, vu que je peux voyager dans le temps, je vais pas vieillir forcément de la même manière que toi. Puisque là, on peut se voir, on a le même âge. Et puis dans 5 minutes, je peux te voir quand t'es mamie, quoi. Et toi, t'as vécu tout un passif sans me voir, donc t'as pu m'oublier, mais moi, je t'ai vu il y a 5 minutes, quoi. Donc je t'ai pas oublié. Et tout l'épisode joue sur ça. C'est très bien fait, c'est très bien écrit. C'est captivant. L'actrice qui joue Madame de Pompadour est incroyable. C'est des personnages historiques encore. Et c'est trop trop bien. Il y a de l'émotion. Il y a Mickey. Il y a des chevals. Il y a des épées. Il y a des... En vrai, il y a plein de trucs. Il y a des robots. Le méchant, il fait flipper de ouf. Il y a des répliques, mais... et des punchlines incroyables. Il y a tous les tropes qu'on aime bien de Steven Moffat. Où en gros, ça fait une demi-heure que tu entends une horloge qui fait tic-tac, 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 et le docteur regarde l'horloge et en parlant et tout, il fait genre, mais c'est marrant parce que l'horloge elle est cassée. Bah ouais. Mais du coup, c'est quoi qui fait tic-tac? Trop flippant quoi. Mais voilà, plein de trucs comme ça. Et surtout, encore une fois, la résolution, elle est maligne, elle est géniale, originale encore. Même si elle ressemble beaucoup à l'autre épisode de Doctor Dance, ça amène pas la même chose. Le Doctor Dance, ça amène à quelque chose d'ultra positif, alors que là, ça amène à un truc d'ultra dramatique. Mais, c'est vraiment, pour moi, un épisode qui mérite mais tous les prix ever qui existent dans l'histoire des séries et que chaque personne au monde devrait un jour voir. Et si possible, le voir en connaissant bien Doctor Who, donc en ayant vu les 17 épisodes qu'il y a avant celui-là, quoi. Mais vraiment, c'est un épisode qu'on peut prendre à part entière, d'ailleurs, je trouve. Et l'apprécier, même si je pense que c'est toujours mieux de se taper les autres épisodes pour s'attacher au personnage et avoir des plus grands impacts émotionnels et le cerveau beaucoup plus libre dans la compréhension des enjeux de ce qui se passe. Mais je me rappelle qu'à chaque fois que je vois cet épisode, j'ai toutes les émotions, je rigole, j'ai peur, je chiale, je suis content, j'ai la banane, je trouve ça genre génial, je trouve que il y a tout qui est là pour satisfaire une audience. Et voilà, rien à redire. Merci Moffat, merci Russell T Davies, merci aux personnes qui ont bossé sur l'épisode, aux actrices, aux équipes techniques et tout, de l'avoir rendu existant. Et que ça soit aussi bien. Et vraiment, moi, je regarde Doctor Who à chaque fois dans l'épisode de tomber sur des épisodes comme celui-là, qui sont des bangers absolus. Mais même quand je regarde des séries, je le fais dans l'espoir de voir des épisodes comme celui-là. Et en vrai, en général dans les séries, j'arrive rarement à dépasser l'épisode fantastique, quoi. Ou GOAT, mais bon. Waouh. The Girl in the Fireplace. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, cet épisode-là, c'est là où j'ai envie d'avoir vos retours. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je le surcote? Dites-moi, mais en commentaire ou autre, mais vraiment, il est incroyable pour moi. Ensuite, c'est marrant parce qu'en vrai, on enchaîne sur des épisodes pour moi un peu moins bien que ce qu'était la saison 1. Même 4 épisodes qui étaient un peu moins bien que la moyenne. Et lui là. Et après, Rise of the Cybermen. L'introduction des Cybermen officielle du reboot. On les avait vus une seule fois leur visage dans l'épisode. Dans l'épisode d'Alec, justement. Mais là, ils sont vraiment introduits avec le système de monde parallèle. Alors, ça, c'est un autre délire dans Doctor Who qui est exploré et qui est surtout le plus important parce que. Mais c'est tellement bien écrit la saison 2 aussi. Parce que les mondes parallèles, ça a un impact sur le final. De ouf. Mais ça a aussi un impact sur la vie familiale de Rose, de Jackie, de Peter, de Mickey qui a perdu sa grand-mère. Ah non, mais Rise of Spider-Man, Cyberman, c'est GOAT, hein, déjà, c'est minimum GOAT.
ces minimums-là, ça fait écho à Father's Day, donc vraiment le lien il est top, puisqu'on revoit le père de Rose dans un monde parallèle. On revoit aussi Jackie, comment elle est dans son monde parallèle, et je trouve que ça fait un écho vachement important sur comme quoi les simples petits moments de la vie changent ta personnalité, les moindres rencontres changent qui tu es. Et en même temps, il y a des points communs, il y a les mêmes. Les gens sont tristes hein, dans le monde parallèle, quoi, malgré la richesse auquel ils ont accès. Le méchant incroyablement introduit, ça fait flipper, c'est un concept qui est terrifiant. Mickey, aussi son histoire incroyable, qui était le personnage ignoré de la saison 1, mis en retrait de la saison 1, et qui a là son arc ultime de quelqu'un qui devient un résistant malgré lui, mais il le fait si bien, il prend du cœur à ce projet et il trouve un but à sa vie, enfin vraiment, on parle d'un personnage qui était injustement rejeté par les personnages à ça en devient un trait de caractère quoi. Ouais, le personnage est rejeté par les autres, et du coup c'est pour ça que il trouve sa place dans le monde parallèle quoi. Ah, c'est dur de les classer hein. C'est en 2 parties en plus. L'autre partie, c'est The Age of Steel. Je dirais que Rise of Cybermen, c'est moins bien parce que ça prend le temps d'introduire un peu tout. Donc je dirais que Rise of Cybermen, c'est pour montrer le concept. Et tu dis, ok, c'est cool, les mondes parallèles, tout ce que ça permet de développer sur les personnages et de créer comme émotion. Mais alors, The Age of Steel, c'est encore mieux parce qu'il y a tout l'aspect suspense, tension, impossibilité de s'en sortir, et tout le monde qui se bouge le cul à essayer de débarrasser des Cybermen du coup. Je le mets au milieu, mais c'est vraiment du à peu près, hein, c'est vraiment par là. Je dirais que c'est en dessous du Dr. Dance quand même. Et en dessous de Dalek, mais au-dessus de Father's Day. Parce que Dalek, il y a quand même beaucoup d'émotions, il n'y en a pas autant ici, je dirais, là. Alors du coup, on a aussi encore une fois de quoi aborder la finale de la série, les séparations, les ruptures, les retrouvailles aussi un petit peu. School Reunion aussi un peu, les retrouvailles. Torchwood, oh là là, mais il y a tout qui est introduit. Il y a tout qui est introduit, c'est trop bien écrit. J'en peux plus. Ensuite, The Idiot's Lantern. C'est quel épisode ça? Ah, c'est les épisodes, pardon. Vous savez l'épisode avec les télévisions qui hypnotisent les gens? Il est pas ouf, hein. J'ai aucun souvenir, donc c'est... je me rappelle que c'est le genre d'épisode que j'ai tendance à vouloir zapper. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'aspect anti-capitaliste, j'aime bien l'aspect anti-télévision, mais qui n'est pas un discours de boomer, quoi. Mais que vraiment la télévision, ça peut... on peut prendre ça comme une source d'information fiable. Et... alors que, bah non. Par contre, je me rappelle plus du tout comment ils font pour battre le méchant. Je crois que les effets spéciaux, c'est un peu cringe, je crois que la méchante, elle fait un peu peur. C'est peut-être le moins bon épisode, selon moi, des 2 premières saisons pour l'instant, mais... Est-ce que c'est le premier épisode que je trouve ok tier en vrai? C'est possible, hein. C'est possible parce que vraiment, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je pense que j'ai pas un grand plaisir à le regarder, à part que c'est ok. Bah l'histoire elle est correcte, les acteurs aussi, l'idée elle me plaît, mais je suis pas marqué par l'épisode. C'est le premier épisode ok tier. Donc là vous voyez que la saison 2 elle est quand même beaucoup plus éclatée au sens littéral du terme, dans le sens où on a un banger absolu, on a un épisode ok, un épisode qui est bien, 2 épisodes GOAT et la majorité qui sont fantastiques quoi. Oh, ce Impossible Planet c'est GOAT. Ça c'est GOAT hein. C'est GOAT et c'est un épisode unique en son genre. C'est en 2 parties ça aussi non? Ah ouais, de Saturn Pit. Oh là 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 là. Comment je les classe ceux-là aussi?
Fuck this shit. Alors, l'Impossible Planet, le concept et toute l'introduction claustro huis clos en vaisseau spatial est vraiment top. Il y a une bonne ambiance. Les personnages ont l'air ok pour moi, si je confonds pas. Je les confonds tous les épisodes en huis clos dans des vaisseaux spatiaux. C'est un peu le problème, donc si je dis des bêtises, j'ai peur de les confondre. J'ai regardé un peu la gueule des personnages pour être sûr de pas les confondre. Alors, il jette lanterne. On va taper, du coup, on a dit que ça s'appelait The Impossible Planet. 2006, écrit par Matt Jones, pardon. Matt Jones, il a écrit quoi? Il a écrit qu'un seul épisode. Enfin, le double épisode, ok. Ah, il a écrit Queer as Folk. Ok. Pas mal. Et donc les personnages, s'il vous plaît. Ah, il y a les Oud. Oh, ah, l'introduction Oud, c'est dans celui-là, mais oui. Et à la base, les Oud auraient dû être joués par des Raxacoricophalapatorians des Slezin. Hmm. Mais il a changé d'idée, ok. Du coup, ok. Du coup, je me rappelle des personnages et je me rappelle qu'ils ont plein de hoods dans leur vaisseau. Ça aborde des sujets super importants. Et notamment sur l'esclavagisme. Mais c'est à peine abordé, justement, c'est un peu cringe en vrai. Et je me rappelle que c'est rattrapé dans la saison 4, mais on voit quand même une rébellion de ces gens-là et c'est trop trop cool. Et moi, dès qu'il y a rébellion, je suis content. Donc je dirais, pareil, à chaque fois, le deuxième épisode est meilleur que le premier parce que c'est la conclusion, quoi. Et le Impossible Planet, c'est une planète qui en orbite auprès d'un trou noir, c'est genre impossible, ou d'un soleil, je sais plus. C'est impossible que le truc ne se fasse pas absorber. Et voilà, il y a une planète là-dessus, et eux ils ont posé leur vaisseau sans peine à cet endroit-là pour voir ce que c'est. Et juste par curiosité, quoi. Et le docteur il est fasciné par la curiosité des humains. Je dirais que c'est moins bien que The Empty Child, mais que c'est meilleur que The Rise of... Je mettrais comme ça, je pense. Là, il y a tout le concept aussi, mais d'où vient l'image populaire qu'on a du diable? On parle d'un truc tellement ancien qui dépasse les limites des connaissances du Seigneur du Temps, du Docteur. Ouais, non, c'est pas mal, hein. Je pense que je mettrais à peu près comme ça. Et en même temps, je pense que Rise of Cybermen, je préfère Impossible Planet. On va remettre comme ça. Love and Monster. Ah, c'est Linda. Je sais plus comment s'appelle l'épisode en français, mais c'est l'épisode où on voit pas le docteur du tout, hein, c'est ça, hein. Ouais. Bah, c'est un super épisode. C'est un épisode couillu as fuck. C'est un épisode où il n'y a pas le docteur, il n'y a pas le compagnon du docteur. Alors, juste, tu les vois 30 secondes à l'écran parce que des fois dans la série, il faut faire des épisodes avec des coupes budgétaires et tu fais des épisodes sans les personnages, où les personnages sont occupés, les acteurs sont occupés à faire d'autres projets. Et l'épisode il est écrit dans ce but-là. Et qu'est-ce que c'est une ode aux fans? C'est là, les fans de Doctor Who, cet épisode vous aime et vous montre que vous pouvez être différent, vous pouvez sauver la situation. Mais il est couillu. Et en fait, pour moi, j'ai envie de le récompenser qu'il soit aussi couillu cet épisode. Où non seulement on voit pas le docteur une seule fois, c'est tout le point de vue d'un gars qui est un fan un peu cringe, un peu seul, un peu, enfin, vraiment lambda quoi, et un méchant dégueulasse. Et je sais que il y a beaucoup d'épisodes que les gens détestent dans Doctor Who parce que les méchants sont dégueulasses, et lui il est vraiment dégueulasse.
Mais en même temps, j'ai envie de dire, ben, en fait, faut passer outre ça, en fait. Enfin, vous êtes pas obligé, hein, mais en vrai, si le monstre était stylé, l'épisode, vous l'adorerez, quoi. Jusque là, il est dégueulasse parce qu'il est montré pour pas être agréable, justement. Hmm. En même temps, ça me paraît dur de mettre des épisodes mieux que Dalek. Mais et je dirais que Father's Day a un peu plus d'émotion. Comme ça. Je sais pas. C'est dur, hein. En fait, il a un aspect un peu unique et couillu que j'ai envie de récompenser, mais si je prends juste l'épisode en tel quel, je dirais que l'ai moins bien que ces deux-là. Et un peu mieux que ces deux-là. Voilà, en fait, je dirais qu'il est moins bien que les deux autres, mais je vais le récompenser au montant de 2 crans. Voilà, c'est pas mal. Fear Her. Alors, Fear Her, c'est l'épisode, je crois, qui se passe durant les Jeux Olympiques 2012. C'est dans le futur par rapport à la série, c'est 6 ans dans le futur. Il y a un mystère qui est intéressant. Il y a une actrice que j'ai vue dans plein d'autres séries après, que j'ai vue dans Daredevil, je crois. Je crois qu'en voie d'être dans Daredevil, elle était là-dedans. Je joue vachement bien. Les enfants jouent bien, il y a un petit mystère sympa. Le méchant, il est un peu chum et un peu ridicule, mais bon, il est pas non plus. C'est rigolo que ça existe, quoi. Le méchant, c'est un gribouillage. Vous savez, c'était cet épisode-là où la personne dessine des trucs et ses dessins se passent vraiment. Et quand elle dessine des gens, les gens sont absorbés par les dessins. Je dirais qu'il est un poil mieux que la télévision. Il est ok celui-là, je dirais. Je pense que c'est un des épisodes que je ne zappe pas, mais ça me gênerait pas de le zapper. Donc ouais, il est mieux que lui, je pense. Oh, oh, le final de la saison 2, mais... je dirais que c'est mieux que Bad Wolf. Army of Ghosts, on retrouve tout. On retrouve les dimensions parallèles, on retrouve les deux ennemis phares du Docteur, donc les Cybermen et les Daleks. On retrouve plein de personnages, Torchwood. L'introduction est incroyable puisque c'est Rose qui vous dit voici l'épisode où je suis morte et tout. Il y a beaucoup de suspense, ça parle des morts encore une fois, les séparations et tout, puisque l'introduction c'est en gros il y a les fantômes qui apparaissent tous les jours sur Terre. Partout dans le monde, il y en a des milliards et des milliards. Et les gens pensent que ce sont les fantômes de leurs proches. Tellement ils sont tristes enfin, une manière de gérer le deuil, quoi. Et ah ouais, je trouve que le concept il est génial. Je trouve que la réaction des gens elle est crédible, c'est-à-dire qu'au début ils ont eu peur et puis très vite ils ont apprécié, se sont attachés à ces fantômes. Et en fait évidemment c'est un plan d'invasion des Cybermen. Et le final de celui-là, quand tu vois quels sont les deux ennemis du Docteur, les Cybermen et les Daleks ensemble, c'est genre oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Je suis dans la merde. Ouais, Army of Ghosts, l'épisode à regarder des milliards de fois, c'est toujours très très bien, c'est toujours solide, c'est toujours captivant, là en plus c'est riche en personnages, tu découvres des nouveaux lieux, des nouveaux concepts. Et Doomsday, mes amis. Je sais pas si vous vous rendez compte. Doomsday. L'épisode final de la saison 12, qui est pour moi sans doute l'épisode le plus traumatisant de tous les fans de Doctor Who ever, à un tel point que ça fait bientôt 10 ans, pardon, ça fait bientôt 20 ans qu'il y en a des mèmes et des mèmes et des mèmes à foison. L'épisode, il est d'une dramaturgie rarement vue.
jamais vu dans d'autres séries parce que le concept de voyage dans le temps en plus se permet de accentuer la chose. Genre, ouais, j'ai brûlé un soleil juste pour pouvoir te parler 3 minutes. Euh, la violence aussi d'interrompre les derniers mots du docteur qu'il a à dire à la personne qu'il aime. Oh là là, c'est violent de chez violent. Il y a de la tension comme jamais. Enfin, je connais personne qui est insensible à cet épisode. La musique. Enfin, les gens sont traumatisés de la musique. Tu tapes Doomsday Doctor Who, tu le mets à des fans et tu regardes de loin comme ça. Et tu les vois tous fondre en larmes, quoi. Cet épisode-là, il a traumatisé, mais positivement, hein, tellement de fans. Moi inclus, quoi. Je me suis dit, mais en fait, rien que parce que cet épisode existe, Doctor Who, c'est ma série préférée, en fait. Je pense que c'était déjà dans mes séries préférées dans la saison 1, mais alors là, je me suis dit, c'est imbattable. Tant qu'il n'y a aucune autre série qui fait des épisodes comme ça, c'est impossible. Et en plus, en dinguerie, la fin de The Girl in the Fireplace, c'est presque la même fin que Doomsday. Quand je vous dis que c'est bien écrit, là, c'est les premières saisons. Dinguerie. Et je pense que Doomsday, c'est un banger absolu quand même. C'est vraiment, dans l'histoire des séries, c'est un impact ultime, quoi. Je veux dire, tu veux créer une série, mais regarde-moi ces 2 épisodes-là, quoi. C'est des leçons. Et rien à dire. Puis je suis ému de ouf. Et en fait, la raison pour laquelle je mets The Girl in the Fireplace devant Doomsday, c'est que The Girl in the Fireplace, ça a quand même la magie de se dire l'épisode est bien sans le contexte derrière. C'est-à-dire que n'importe qui regarde l'épisode peut le trouver bien. Alors que Doomsday, c'est quand même le final de la 2e saison, donc t'as quand même 26 épisodes derrière, quoi. Parce que objectivement, je pense que Doomsday est mieux que The Girl in the Fireplace dans la globalité de la série. Et pour l'importance dans la série, The Girl in the Fireplace, en tant qu'épisode tout court, donc épisode isolé, je le trouve mieux, tout simplement. Et c'est beaucoup plus dur d'écrire des épisodes courts, donc en 45 minutes, que des épisodes longs, donc en 2 fois 45 minutes. Donc ouais, je le laisse comme ça. Et enfin, pour conclure cette saison 2 et finir cette vidéo, The Runaway Bride, qui est l'épisode spécial de Noël. Il y en a 2 du coup. Ah non, il est compté dans la saison 2. The Runaway Bride, l'introduction de Donna Noble qui est très bien. Un personnage qui est très différent de Rose et c'est super important de montrer ça. Un personnage qui va pas suivre le docteur à la fin et les gens sont à la fois surpris ou douteux ou dubitatifs en se disant mais peut-être qu'elle reviendra en début de saison 3. Le personnage de Wilfried qui est déjà présenté. L'alchimie entre les 2 personnages de Donna Noble et le docteur. Donc entre Catherine Tate et David Tennant. Irréprochable. Le méchant, il est pas ouf. En gros, il y a un monstre et le monstre a réussi à rallier à sa cause un humain. L'humain, il est un peu ridicule. Mais le monstre a régné, pourquoi pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, elle va faire une invasion de la Terre. Et le docteur s'apprête, comme le docteur l'a déjà fait dans pas mal d'épisodes précédents, à tuer toute l'espèce, toute la famille de l'araignée, quoi, qui menace des vies. Hein. Et c'est Donna Noble lui met un petit coup de frein, genre. Et qui lui dit, je pense que vous avez besoin d'un compagnon. Là, je pense que vous n'avez pas fait le deuil, en fait. Clairement, vous faites le deuil de quelqu'un d'autre. Et vous n'avez pas fait le deuil, quoi. L'épisode, il est important. Il est bien, il est chouette, il est rigolo. Là, je dirais qu'il est là. En fait, ça fait un petit peu comme Love and Monster où t'as un nouveau personnage finalement qui apparaît. Qui disparaît, quoi. Mais comme ça fait plus de lien avec le lore que... Ouais, je sais pas. L'épisode, il est bon, quoi.
Vraiment, tout ça, mais je les regarde des milliards de fois s'il le faut, hein. Et après, on continue, mais ce sera la saison 3. Oh là là, il y a du bon. Il y a de la merde aussi, mais il y a du bon, hein. Ouh là là, la saison 4. Alors, petit spoil, mais je pense que la saison 4, je crois qu'il n'y a aucun épisode en dessous de Fantastique. Je pense, hein. Mais on va voir, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a aucun épisode en dessous de Fantastique. Saison 5 aussi, c'est du solide. Oh là 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 là. Il y a tellement du bon qui arrive, les amis. Et du coup, paradoxalement, bah, la 2, on voit là la saison 2, je la trouve beaucoup moins solide que la saison 1, hein. 2 dans Bogart Absolu, 2 dans OK, et la majorité dans GOAT quand même. Mais t'en as pas mal qui sont entre les deux, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Mais ouais, ouais, ouais. La saison 1, elle est très solide. La saison 2, elle est un peu plus éclatée. Et ça redeviendra plus solide dans la saison 3, d'ici je me souviens bien. Mais voici du coup, mes amis, comment ça s'appelle? La tier list que je vais sauvegarder. Alors, save or download. On va l'appeler Doctor Who saison 1 et 2. Hop là, on sauvegarde. On va télécharger l'image aussi et on va la mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux la télécharger? Export image. Voilà. Et je vais la mettre sur Instagram aussi. La vidéo, du coup, vous la regardez ou vous pourrez la voir sur YouTube. Et je ferai la saison 3 prochainement. Mais sur un petit récapitulatif de tous les épisodes qu'on a vus. En gros, tout en bas, on a The Idiot's Lantern, saison 2, l'épisode avec la télévision qui hypnotise les gens et la nana trop bizarre qui parle à l'écran de télévision. Puis Fear Her, un épisode où le méchant c'est un gribouillage, ça se passe pendant les Jeux Olympiques. C'est ok, mais c'est pas ouf, je vous avoue que c'est pas des rythmes effrénés, il n'y a pas de grosses, il y a aucune révélation. J'ai pas souvenir de dialogue vraiment très intéressant entre le docteur et Rose. Il y a un peu de fond, mais c'est pas très subtil non plus. Puis The Unquiet Dead, saison 1, les premiers épisodes dans le passé avec Charles Dickens, qui est très solide pour le coup et peut-être le meilleur épisode de Mark Gatiss. The Long Game, c'est en fait un meilleur épisode, ça parle de la télévision et des médias, et ça en parle genre 10 000 fois mieux que The Idiot's Lantern, quoi. Dans un satellite futuriste de diffusion télévisée dans le monde entier. Boomtown, un épisode avec merde, la méchante Slezine, mais que j'aime pas beaucoup, mais j'aime cet épisode parce que ça développe le personnage de Rose et de Mickey pour la première fois et ça le fait très très bien et c'est très touchant. South and Claw, donc épisode 2 de la saison 2 avec les loups-garous et l'origine de la création de Torchwood, avec la reine Victoria en Écosse, personnage historique. C'est fun, franchement, ça c'est des épisodes où on passe des bons moments. The Christmas Invasion, introduction du Docteur, je trouve le début un peu lent et c'est pour ça que je suis un peu déçu, mais le final incroyable. La Nouvelle Terre, qui est très fun. Qui introduit pas. Enfin, ouais, non, qui est très fun si t'aimes bien les jeux d'acteurs. La Troisième Guerre mondiale et Island of London, le double épisode. Qui est d'une solidité d'écriture déconcertante. Et la seule raison pour laquelle les gens n'aiment pas les épisodes, c'est parce qu'il y a des extraterrestres qui font prout quand ils sont déguisés, mais c'est justement parce qu'ils sont déguisés, qu'ils sont pas dans leur forme normale, qu'ils ont leur corps qui souffre en fait. Mais bon. L'épisode il est trop bien quoi, des aliens qui sont assez malins pour s'infiltrer dans le gouvernement et créer une troisième guerre mondiale pour vendre des armes. Vraiment, il y a tout qui va bien. Introduction de... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle elle s'appelle... non... Merde,
future première ministre s'appelle... Putain, elle le dit 15 fois dans l'épisode en plus. Elle dit hey. Elle sort sa carte et elle dit... Comment elle s'appelle? Merde, j'ai envie de retrouver sans faire de recherche, mais je vais pas y arriver. Bah, je vais taper hein, du coup, puisque mon cerveau il est incapable de s'en sortir. Elle s'appelle Harriet Jones. Voilà. C'est incroyable du coup. Ensuite, on a The End of the World, le deuxième épisode de la saison 1 qui se passe dans le futur à la destruction de la Terre. Trop bien. Plein de concepts. Première fois qu'on voit le docteur qui parle de son passé. Première scène émotive. Premier conflit entre le docteur et Rose. C'est un premier de beaucoup de choses en fait. School Reunion avec Canine. Le jeu de mots Canine, c'est un robot chien et ça fait canine en anglais et en français. Avec Sarah Jane Smith. Rose qui est la meilleure introduction ever d'un personnage et d'une série. The Impossible Planet. Vraiment le concept qui est captivant et le huis clos qui est réussi, le design et les personnages qui sont chômés à fond, c'est trop bien. Rise of the Cybermen, introduction au Cybermen, au monde parallèle et à Mickey. The Saturn Pit, l'aspect religieux finalement légèrement abordé dans Doctor Who, et pareil un concept de créature vraiment unique en son genre et des échanges trop bien. Love and Monster, l'épisode défi ultime où il n'y a ni le Docteur ni Rose, et qui est trop bien et qui est un joli message d'amour pour les fans. The Runaway Bride, où il y a le retour de Sarah Jane Smith aussi, avec l'introduction de Donna Noble, et le fait que le Docteur, c'est quelqu'un qui fera jamais le deuil de la perte de Rose. C'est très bien. The Empty Child, oh là là, l'introduction à Jack Harkness quoi. Introduction au voyage dans le temps aussi encore, il y a des agents temporels et ça existe, a priori, ou des escrocs temporels en l'occurrence. Le thème de la guerre mondiale qui est justement à juste titre abordé, la conclusion de l'histoire aussi, que c'est trop bien. La fête des pères, épisode un des plus émouvants de la série, avec le père de Rose, qu'elle a vu mourir enfant. Enfin, qu'elle n'a pas connu parce son père est mort quand elle était enfant. The Edge of Steel, qui est la conclusion de The Rise of the Cybermen, avec Mickey qui devient résistant. Parfait. Dalek, introduction Dalek. Émotion à 1000%. Passif du docteur à 1000%. L'histoire de Gallifrey, la guerre du temps extrêmement bien développée. Les émotions du docteur très bien développées. L'épisode il est parfait. Doctor Dance, c'est la conclusion de The Empty Child, parfait aussi, tellement de joie à la fin de l'épisode. Le docteur qui est tellement heureux qu'il danse quoi, il a dit pour une fois, tout le monde est vivant quoi, vous vous rendez compte? C'est beau. Bad Wolf, conclusion avec The Parting of the Way à la saison 1 qui dépasse ce que font beaucoup de séries. L'Armée des fantômes, c'est pareil, c'est l'introduction du final de la saison 2 qui est comme Bad Wolf, je dirais juste un peu mieux parce que du coup on a 13 épisodes en plus entre les deux qui sont calés quoi, qui rajoutent plus de lore et plus d'émotion quoi. Mais Doomsday c'est vraiment banger absolu. Et enfin The Girl in the Fireplace qui est pour l'instant dans les deux saisons mon épisode préféré et de loin. Donc je vais partager ça sur Instagram, n'hésitez pas à me partager vos avis, à faire vos propres tier lists, à me dire à quel point vous êtes totalement d'accord ou pas du tout d'accord avec moi. Ça me ferait très plaisir. Si vous voyez la vidéo sur YouTube, je vous invite en vrai à vous abonner en cliquant sur vous abonner. Comme ça augmente les chances que mes vidéos soient vues. Et moi ça me fait plaisir de vous partager des choses tout simplement et ça me donnera, voilà. Ça me facilitera l'envie de refaire d'autres streams pour vous partager ce genre de choses et surtout pour échanger avec vous, puisque du coup dans les YouTube, ça fait un espace de commentaires. Je termine la vidéo là-dessus, j'ai beaucoup trop parlé. La vidéo a duré 1 heure, ce sera plutôt raisonnable du coup. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une bonne fin de journée, si quel que soit le moment de la journée où vous regardez la vidéo.